Chahut Média. Tout est parti d'une table ronde en petit comité. Le 21 janvier 2025, Chahut Média a réuni 4 professionnels de la musique live à Genève, engagés sur le terrain et confrontés au quotidien aux inégalités de genre dans l'industrie musicale. Moi, ça me semblait important de participer pour visibiliser des parcours différents dans l'industrie musicale. On est assez peu nombreuses, même si j'ai l'impression que ça commence à s'améliorer. Dans notre premier épisode, elles ont dressé un état des lieux sans appel. Seulement 17% des artistes programmés en concerts et spectacles sont des femmes. Un chiffre qui illustre un secteur verrouillé, où les boys clubs se perpétuent et où l'entre-soi masculin façonne les carrières. Mais si ces inégalités sont profondément ancrées, où se manifestent-elles le plus visiblement ? Eh bien, moi, je trouvais tout naturel de pouvoir participer à cette discussion. En direction générale et programmation, on est très peu dans les musiques actuelles en Suisse romande. Donc, je trouvais important. Eh bien, tout simplement, c'était la première fois qu'on m'invitait à participer à une discussion entre femmes qui évoluent dans le même environnement. Dans ce nouvel épisode, on s'intéresse à la programmation des festivals, véritable miroir des déséquilibres de l'industrie musicale. Dynamique de pouvoir, frein au changement, stratégie de résistance, tout ce qu'on observe ici raconte une histoire bien plus large. Et pour les traiter, on a fait le choix de rester local. Parce que ce qui se joue ici, à Genève, se répète ailleurs, à l'identique ou presque. Le féminisme, la place des femmes dans l'industrie, c'est tellement inscrit en moi que c'est difficile de ne pas vouloir participer. Et puis aussi, toutes les personnes autour de cette table, c'est des personnes que je respecte beaucoup et puis que j'ai envie de créer des liens et de se souder. Et je trouvais que c'était une bonne façon aussi d'échanger. 17%, musique live, sexisme et résistance. Une série documentaire Chahut Média, conçue en partenariat avec l'agence Inouï. Deuxième épisode, son titre, Tout est politique. Bon, alors moi, trouver des femmes artistes, j'adore. Donc en fait, c'est aussi comme ça qu'on a créé Inouï. C'est qu'en fait, c'était aussi ce qui nous portait. L'envie de voir mes pairs sur scène, quoi. Lola Nada. Moi, ça me fascine, toutes ces femmes, comment elles arrivent à se mettre sur scène et ce qu'elles racontent et tout. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'au début, je me disais, mais en fait, est-ce que dans les autres agences de booking, leur catalogue d'artistes et tout, est-ce que vraiment il n'y a pas beaucoup de femmes ou quoi ? Puis je suis allée regarder, puis c'est vrai, il y en a vraiment pas beaucoup. Toute la chaîne, évidemment, le festival, t'arrives à la fin en fait de la chaîne. Donc évidemment, il y a tellement de sélections avant, il y a le label, ensuite il y a le producteur, ensuite il y a l'agence de booking, etc. Et ensuite il y a le programmateur, programmatrice. Et du coup, tu arrives à la fin de la chaîne. Mais c'est vrai que si on ne te propose pas, il faut aller chercher. Moi, j'ai jamais compris. Nevena Punjek, co-directrice du festival Les Créatives, Genève. Peut-être qu'à un certain degré de notoriété, là, dans les festivals mondiaux, c'est Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Charlie XCX. Donc oui, là, je pense qu'effectivement, on est dans du très très cher. Mais j'ai l'impression qu'on ne laisse pas la possibilité aux femmes d'être quelque part au milieu. Ça va soit être, tu vas faire la première partie, soit il faut que tu sois excellente et que tu sois vraiment la plus grande vendeuse de disques du monde. Puis du coup, d'être juste, je sais pas, au milieu, quelque part. Non, là, on va mettre des hommes. De là, peut-être que toi, tu... Non, mais ça, c'est complètement... En plus, le problème, c'est que ça serait hyper intéressant de faire une vraie analyse là-dessus, mais en fait, c'est pas possible parce que c'est un peu tabou. Personne ne parle vraiment des tarifs et tout. Mais par contre, c'est plus cher de la perception de qui. Et moi, j'avais eu à une époque une discussion sur les cachets de 2 artistes. Un artiste masculin assez âgé et une artiste féminine plutôt plus jeune qui explosait, qui pouvait rassembler égal ou plus que l'autre artiste. Et la proposition financière sur le papier était plus faible. En fait, j'ai un peu l'impression que quand une femme artiste qui a quand même une certaine carrière et tout, qui est toujours d'ailleurs critiquée, on va dire... Ah là, elle est chiante, celle-là, elle demande ça et sinon elle vient pas, quoi. Non, mais elle se prend pour qui, non, et tout. Alors qu'à côté, t'auras un gars qui demande la même chose, qui probablement rassemble moins, mais jamais on aura ce propos. Et franchement, j'étais souvent confrontée à ça. C'est terrible, oui, tous les clichés les plus rabaissants qu'il peut y avoir sur les chanteuses et sur le fait qu'on n'est pas musicienne, qu'on chante trop bas, qu'on n'a pas assez confiance en nous, ou alors qu'on est complètement imbu de nous-mêmes.
qu'on fait des caprices. Tous ces clichés-là, c'est terrible parce que dès que tu arrives sur une scène, t'as ce poids-là que tu dois porter et t'essayes de montrer que non, je suis pas comme ça. La diversité dans la programmation artistique ne devrait pas être une contrainte, mais une évidence. Pourtant, pendant longtemps, elle est restée une bataille menée par quelques convaincus. L'offre musicale s'est élargie, les artistes féminines se sont imposées, mais l'accès aux grandes scènes ou aux postes clés reste inégal. Derrière cette question de diversité, il y a aussi celle de la curiosité, aller chercher, écouter, se laisser surprendre. Car au-delà du genre, c'est une multitude de voix et d'identités qui existent et qui méritent d'être mises en avant. La parole à Laurence Vinclair, directrice de la salle de concert Les Docs à Lausanne. Depuis que je fais de la programmation, maintenant, ça fait 30 ans. Mais effectivement, ouais, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Il est vrai qu'à l'époque, c'était vachement moins facile parce qu'il y avait moins de diversité aussi. Il faut l'avouer qu'il n'y avait pas tant si on parle ne serait-ce que de groupes féminins, il n'y en avait pas tant que ça par rapport à la pléthore de groupes masculins. Encore plus dans le rock, milieu dans lequel j'étais vraiment au début. Et puis c'est vrai que maintenant, on voit beaucoup d'artistes féminines faire leurs preuves, faire leur place aussi, clairement. Pouvoir arriver aussi en headliner plus facilement. Moi, j'avais la chance aussi de collaborer avec des associations comme 360, par exemple, où moi-même, j'allais mixer dans ces soirées et tout, donc je rencontrais aussi des gens. Je voyais un petit peu quelle était la scène aussi qui s'est développée. Mais c'est vrai que si on ne va pas chercher un peu, c'est pas évident pour faire une prog en tout cas, et savoir qu'il y a des choses qui se passent autres que juste homme-femme. Il faut avoir un petit peu de curiosité, puis il faut aussi laisser ses oreilles ouvertes et puis écouter un petit peu ce qu'on nous propose aussi. Moi, je reçois aussi des suggestions de la part de publics divers. Et puis de l'entourage aussi, enfin, je pense que c'est hyper important. Le podcast s'appellera 17%. Selon vous, ça représente quoi 17%? Le nombre de femmes dans l'industrie musicale. J'aurais pas dit mieux. Ouais, non. Donc 17%, c'est finalement très peu. Ouais. Intégrer la diversité et la parité dans la programmation demande du travail, de l'engagement et une vraie prise de conscience. Pourtant, certains résistent encore, arguant que l'art doit être neutre, détaché de ses considérations. Mais ignorer ces inégalités, c'est refuser de voir la réalité du secteur. Parce que chaque choix de programmation est un choix politique qui façonne le paysage culturel de demain. Et plutôt que de considérer la parité comme une contrainte, il est temps de la voir comme un levier d'enrichissement et d'innovation. J'ai l'impression, après, je n'ai pas pu observer partout tout le temps, mais qu'il y a comme des tendances un peu générationnelles où la nouvelle génération elle est quand même plus sensibilisée à ces problématiques et elle a envie de s'engager sur ce terrain-là. Sylvain Leutwiller, membre du collectif Nocturne, une association qui exploite notamment la salle de concert Le Groove à Genève. Elle voit que tout est politique en fait et le geste s'engager et faire de la programmation culturelle, c'est forcément politique. Donc on ne peut pas être aveugle aux inégalités qui existent dans la société et qui sont répercutées sur scène. Donc là, il y a quand même une différence générationnelle, c'est des tendances, mais j'ai cru le voir et je trouve qu'il y a aussi des vraies différences dans le milieu culturel, musique actuelle, musique live. Il y a des structures productrices de type associative, beaucoup bénévoles, avec des valeurs profondément ancrées. Puis il y a des structures plus commerciales qui assument de se positionner dans l'industrie musicale avec des buts lucratifs. Et là, c'est clair qu'il y a une tendance à ce que ces sujets soient vraiment plus saisis par les structures associatives, partagés collectivement à la base, et beaucoup moins par les structures commerciales qui, des fois, pour certaines, assument juste de faire matcher une offre et une demande. Et ce qui est, je pense, un déni même de ce qu'est la programmation. Mais donc ça, il y a des fois cette résistance-là, ou alors celle plus fréquente, je dirais, de vouloir être un peu aveugle à ces différences-là, en pensant que ça nuit finalement à l'aspect artistique et culturel, en disant non, on programme avant tout des artistes, c'est pas des hommes et des femmes, c'est des artistes. Et du coup, d'opposer un peu les deux. Que si on mettait une attention à une diversité de genre ou autre, finalement, ça allait nuire aux aspects artistiques. Et je pense pas du tout. C'est un des paramètres de programmation qu'on doit prendre en compte, avec plein d'autres. Ils sont pas tous purement artistiques. Il y a des contraintes
techniques et financières qui sont très présentes. Et là, c'est un paramètre positif à inclure. Et du coup, je pense que les deux se renforcent. Mais ouais, souvent la résistance un petit peu de vouloir être aveugle à ça en pensant que ça va nuire aux aspects culturels et artistiques. Je pense que c'est une absence de sensibilisation pour l'instant, mais ça viendra, j'espère. Ce que je remarque déjà, c'est qu'on nous propose déjà beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et ensuite, veiller à ce qu'il y ait une parité, une belle représentation, ça demande beaucoup de travail. Marine Lebeau, chef de la communication de la salle Le Ray au sein du lieu culturel L'Usine à Genève. Et en fait, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de faire ce travail. Parce que les femmes sont moins mises en avant, tout simplement. Donc il faut plus chercher, écouter, se renseigner, s'informer. Il y a plus de travail de découverte à faire, tout simplement parce qu'à la base, elles sont déjà moins mises en avant. Donc un programmateur qui n'est pas sensible à ces questions, ça lui demande de travailler 2 fois plus. Il faut que les programmateurs aient envie d'y travailler aussi. Il faut que ce soit un sujet qui les touche. Et pourtant, même face à ces constats, la prise de conscience ne va pas de soi. Pour beaucoup, les inégalités restent invisibles jusqu'au moment où elles éclatent au grand jour. Quand on ouvre les yeux, impossible de ne plus les voir. Ça, on s'en est rendu compte à l'interne, je pense 1 ou 2 ans après avoir créé le terreau, où il y avait quand même un biais où c'est plus des hommes qui programment, il y a plus des hommes aussi qui nous démarchent. Donc il y a un biais qui pouvait se créer là-dessus, et que même si on avait l'impression qu'il y avait peut-être une meilleure mixité, diversité que dans la moyenne suisse, où c'était quand même pas aussi bien que ce qu'on souhaitait. Donc on s'en est rendu compte à l'interne. Et en même temps, je pense que c'était un sujet qui commence à être thématisé, peut-être pas tout de suite de manière vraiment publique, mais un peu dans ces sphères associatives dans lesquelles on évoluait, où on commençait vraiment à parler de ce sujet-là, où il y avait des études qui montraient aussi quels étaient les freins, l'absence de modèles aussi pour les femmes dans certains styles, qui faisaient qu'il y avait des obstacles à ce qu'il y ait plus de femmes sur scène. Toi, tu parlais de statistiques, je ne sais plus ce que tu as dit, 14 à 17%, sauf erreur. Moi, il me semble que dans le rapport Key Change de l'année dernière, au niveau européen, les headliners, c'est 95%. Au niveau headliner. Parce qu'après, ça dépend aussi de ce que tu regardes comme chiffre. Est-ce que, tu vas dans un festival, puis tu vas prendre le chiffre de, il y a tant de femmes. Mais en fait, est-ce que ces femmes, c'est tant de femmes sur scène, puis du coup, tu comptes toutes les choristes? Est-ce que tu comptes la même chose, les premières parties et les personnes qui vont faire les grandes scènes? Ou est-ce que vraiment... Enfin, je pense que le calcul, il est quand même assez savant aussi pour dire, est-ce que c'est une programmation égalitaire ou pas? Où sont les femmes? Voilà ce qu'aurait pu chanter Patrick Juvet en regardant la programmation des ZZ Top à Claudio Capéo, en passant par Grand Corps Malade et Calogero. Les 20 têtes d'affiche de la prochaine édition sont tous des hommes. Ces dernières années, les dynamiques autour de l'égalité dans le milieu culturel ont évolué, mais de nouvelles résistances apparaissent. Entre avancées notables, fatigue du débat et stratégies parfois discutables, où en est-on réellement ? D'un côté, je suis hyper positive parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ont évolué, etc. Et d'un côté, en ce moment, je suis assez pessimiste parce que j'ai l'impression que le backlash, il est hyper violent. J'ai l'impression que là où il y avait beaucoup de visibilité, que ce soit de notre festival ou d'initiatives comme la nôtre, d'initiatives qui combattent pour l'égalité de genre, en 2018, c'était vu comme « waouh, c'est super ». Ça répond à une demande. Puis là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un moment où les gens, ils en ont un peu marre. Que c'est bon, ça suffit là, les féministes. On vous a donné de la place, regardez, les chiffres vont mieux, enfin tout va mieux. Donc je suis pas hyper positive. Puis forcément, avec le monde politique et tout ce qui est en train de se passer en ce moment, je sais pas. Mais c'est sûr qu'au niveau, je dirais, cantonal, j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté. Au niveau fédéral, j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté quand même. Mais c'est lent, c'est hyper lent. C'est tellement lent. Et du coup, les statistiques, justement, quand je te parlais des rapports Key Change, qui est du coup une initiative européenne, ils ont fait une rétrospective depuis le dernier rapport. Et puis ce rapport, c'était... Franchement, les statistiques n'avaient pas bougé tant que ça. On est très, très loin du renversement qu'on nous reproche. En fait, on est tellement loin loin de la parité. Mais là, comme parfois... Ça ne bouge pas trop. En 6 ans, j'ai pas vraiment vu d'évolution positive. Et je pense aussi, Priscille, tu relevais quelque chose tout à l'heure. Tu avais plusieurs headliners hommes. Et je dis, on va mettre les femmes en première partie. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent. Pour les personnes qui essayent quand même de faire attention au quota. En fait, c'est ça que j'aime pas trop dans le quota, c'est qu'il peut y avoir aussi un peu cette dérive. C'est si on se dit juste le nombre de femmes programmées sur l'année, tout confondu,
ah bah vas-y, là je mets une DJ, là on va mettre en première partie, de toute façon on ouvre tôt, il y aura personne, ça changera rien, enfin, des trucs un peu, des fois, bon voilà. Il y a pas mal d'exemples concrets assez dégueulasses en fait. Puis dans du positif, bon, on le cite un peu tout le temps comme exemple, et je sais pas à quelle fois, moi je sais pas, mais le Primavera, qui est un festival quand même énorme, qui est international et tout, avec un immense budget, et ils ont réussi à démontrer qu'en fait, c'est possible. Enfin, vraiment, c'est totalement possible. Et je trouve que pour le coup, si tu regardes leur programmation, il n'y a pas ce truc de c'est que des premières parties ou c'est que des artistes mineurs. Enfin, il y a vraiment une belle inclusivité, une belle diversité dans la programmation. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est possible. Donc, toutes ces excuses de les femmes, c'est plus cher, elles sont pas là, elles n'existent pas, c'est trop dur de les trouver. Enfin, il y a tout qui tombe avec un exemple d'un festival international de cette ampleur-là. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on s'est un peu arrêté à cet exemple-là. Dans le sens où j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu Primavera qui a dit nous, on fait la parité, bah, j'en ai pas entendu beaucoup d'autres. Et j'ai l'impression que chaque année, à chaque annonce de festival, on redit la même chose. Et on est de nouveau appelé pour commenter ce festival en Valais qui n'a pas programmé de femmes, ce festival où il n'y a toujours pas la parité. Enfin, chaque année. Et on va refaire la même chose. Là, on y arrive dans quelques mois, on va annoncer la programmation, enfin, on est en plein dedans. Et on va rediscuter du même truc. Pourquoi il n'y a pas de femmes ? Et du coup, j'ai l'impression qu'on tourne en rond des fois. La question de la parité dans le milieu musical, comme sur les scènes des festivals, fait débat. Et il est clair que le changement ne pourra venir que d'une mobilisation collective. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les femmes de l'industrie musicale s'organisent entre mentorat, réseau de soutien et nouveaux modèles pour faire bouger les lignes. 17%, musique live, sexisme et résistance, une série documentaire Shai Media, conçue en partenariat avec l'agence Inouï. Cette série a été rendue possible grâce au précieux soutien du département de la culture et de la transition numérique de la ville de Genève, de la fondation Anne-Marie Schindler et de la fondation Ernst Gönner.